Bonjour tout le monde, merci de vous installer. Bien. Bonjour, donc j'ai le plaisir de vous accueillir à cette deuxième édition de notre séminaire Translational Innovation in Medicine and Complexity. Comme vous le savez, notre objectif c'est d'installer un forum à l'intérieur duquel on puisse discuter d'une manière très libre et très interdisciplinaire des différents enjeux de la médecine translationnelle. Et donc je suis très heureux de vous voir nombreux aujourd'hui pour évoquer des points qui sont absolument essentiels dans cet objectif et qui touchent à la manière dont l'information de santé est utilisée. En ce qui concerne notre unité, cela fait plus de 30 ans que nous suivons le credo selon lequel l'information est une clé qui permet d'une part de comprendre le vivant et d'autre part d'agir sur la santé. Et si on veut véritablement répondre aux enjeux de la personnalisation de la médecine, eh bien, cette vision du rôle de l'information est absolument centrale et elle permet véritablement de servir le patient dans cet objectif. Et cette vision est la base d'une vision intégrative de la santé qui n'est finalement pas si naturelle que ça aujourd'hui. Il vous suffit pour vous en convaincre d'entrer dans le hall de n'importe quel hôpital où c'est plutôt une vision de médecine d'organes que vous allez voir apparaître sous la forme de différents services. Alors, cette vision, elle devient de plus en plus facile à défendre aujourd'hui. Elle devient de plus en plus facile à défendre, en particulier grâce au progrès de la médecine dit 4P. Alors, cette médecine 4P, elle ne date pas d'hier. En particulier, elle doit beaucoup à Elias Zerhouni, qui, lorsqu'il était au Collège de France, dans la première chaire inaugurale de la chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt du Collège de France, avait développé justement ce concept qu'il avait déjà préparé lorsqu'il était directeur du NIH aux États-Unis. Et donc, il avait mis en avant le fait que la nouvelle médecine doit être une médecine prédictive, une médecine de prévention, participative, et il me manque un 4e P, personnalisée. Oui, j'espère que je l'avais dit au début. C'est toujours comme ça avec cette médecine 4P, et d'ailleurs, comme vous le savez, c'est maintenant 5P, il y a précision et même encore beaucoup d'autres P qui peuvent être envisagés. Donc ça a fait beaucoup pour permettre justement que cette vision de l'information et son importance soit reconnue. Alors il y a un élément plus récent qui permet de rendre encore plus audible ce discours, c'est le récent rapport de Cédric Villani sur l'intelligence artificielle. Et ce rapport met en avant justement comme l'un des focus potentiellement importants la santé. Et alors là, ça a été fabuleux parce que depuis ce rapport, eh bien, l'importance de l'intelligence artificielle devient maintenant largement reconnue, et en particulier pour la santé. Alors, je fais partie de ceux qui sont un peu prudents par rapport à ce vocable intelligence artificielle, parce qu'on a connu, au début des années 80, un enthousiasme très fort sur les possibilités de ce qu'on appelait à l'époque les systèmes experts. Et ces systèmes experts, c'était d'ailleurs une approche remarquable, qui doit beaucoup à un ancien grenoblois, Alain Kolmerower, qui malheureusement est décédé l'année dernière, et qui avait conçu en particulier un langage de programmation Prolog, qui permettait d'exprimer les règles et qui permettait donc, en développant une logique du premier ordre, d'avancer sur ces règles pour prendre des décisions. Et donc, on voyait la possibilité. À Stanford, Mycene avait montré, par exemple, l'intérêt de systèmes de règles pour prédire certains types d'infections et aider au traitement de ce type d'infection. Donc là, on était dans le début des années 80, même 72 pour Mycene. Et donc, les promesses de l'intelligence artificielle commençaient à se réaliser. Sachant que ce concept date même d'un peu avant, puisque si on prend John McCarthy ou Marvin Minsky en 1955, c'était déjà l'enjeu de simuler l'apprentissage humain sous la forme d'apprentissage machine.
Alors ce qui est intéressant, c'est que la définition qui est donnée par Villani de l'intelligence artificielle est une définition qui va beaucoup plus loin que cette seule acception de l'apprentissage, de la simulation de l'apprentissage humain, puisque c'est véritablement l'enjeu de pouvoir rendre utilisable par des machines toutes les facultés, ou en tout cas de simuler, de s'en rapprocher le plus, les facultés de l'esprit humain, de l'entendement humain, et en particulier des facultés de perception, des facultés de raisonnement et des facultés d'action. Et ça nous convient très bien parce que dans les différentes activités qui se mènent, pas seulement dans notre unité, globalement dans le monde, mais en particulier très fortement à Grenoble, eh bien, des recherches sur des nouveaux capteurs, sur des nouvelles méthodes de modélisation ou des nouvelles méthodes d'action sont évidemment très nombreuses. À tel point d'ailleurs que dans la foulée du rapport Villani, on attend un appel à projet qui ne saurait tarder et Grenoble se sent bien positionné par rapport à une réponse sur cet appel d'offres pour lancer une plateforme en intelligence artificielle. Et les premières discussions, puisque la communauté grenobloise s'est déjà fortement mobilisée sur ce thème, montrent que très naturellement, la santé sera un élément fort. Alors dans ce contexte général, qui est donc extrêmement favorable, nous sommes très heureux d'avoir nos deux orateurs aujourd'hui parce qu'ils apportent justement un éclairage qui est ancré sur la réalité et qui va donc nous permettre d'explorer diverses facettes de la manière dont l'intelligence artificielle peut véritablement se mettre au service de la santé, puisque c'est bien sûr ça qui est un enjeu majeur. Ce qui nous intéressera ici, ce n'est pas seulement des recherches fondamentales, c'est aussi de pouvoir servir le patient. Le professeur Pierre Corvol est d'abord un clinicien, un spécialiste de l'hypertension artérielle et très connu pour ses travaux sur les mécanismes, en particulier hormonaux, de régulation de cette pression artérielle. Il a donc, sur ses travaux, été reconnu à un niveau international. Il a occupé le poste d'administrateur du Collège de France, dont il est maintenant professeur émérite. Il est également vice-président de l'Académie des sciences et parmi ses nombreuses distinctions, il a reçu le Grand Prix de l'INSERM en 2006. Donc il a toute cette expérience sur le plan à la fois clinique et scientifique. Et en plus, en tant que médecin chef de service à l'hôpital européen Georges Pompidou, il a été confronté à la question de la manipulation, de la structuration plutôt, des données nécessaires pour traiter ces patients. Et en particulier, je crois que vous avez interagi avec notre collègue Patrice Degoulet dans la mise au point du système d'information de l'HEGP. Donc vous avez une vision qui est extrêmement précieuse par rapport à l'enjeu d'aujourd'hui pour nous parler de la manière dont le médecin peut se positionner face au numérique. Le docteur Catherine Bourguin, quant à elle, est généticienne et spécialiste de statistiques et en particulier de méthodes destinées à permettre de comprendre la variabilité statistique dans les pathologies multifactorielles. Alors c'est peut-être aussi quelque chose que maintenant vous avez fait évoluer puisque vous êtes maintenant chercheuse INSERM au sein du CERMES, donc le Centre d'études et de recherche en médecine, santé mentale et société. Et donc, moi, j'aime bien ce titre-là parce que précisément, il correspond parfaitement à cette vision intégrative de la santé qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, vous allez nous apporter aussi votre éclairage sur la manière dont les possibilités qu'on voit éclore aujourd'hui en matière de médecine génomique doivent pouvoir s'intégrer d'une manière efficace et harmonieuse avec ce que pratiquent par ailleurs les cliniciens en génétique clinique. Donc, il y a un enjeu là des modifications de pratiques, des transferts de savoir qui sont loin d'être simples et sur lesquels il est important de réfléchir. Alors merci aussi à tous les deux pour cet éclairage que vous apportez puisqu'on voit bien, et vous allez le développer, qu'au-delà des aspects purement scientifiques, il y a des éléments extrêmement humains qui sont absolument déterminants dans votre carrière et dans vos projets et c'est évidemment quelque chose qui est essentiel pour nous. Donc je vous remercie très chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Je crois qu'on peut les applaudir.